Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter un article qui est une review, d'un livre qui a été écrit par une product designer qui est basée aux États-Unis et qui aborde, une approche pratique de l'empathie. Donc, c'est le titre de son livre et cette review, elle va, nous permettre de voir finalement les différents, aspects qui sont abordés dans ce livre. La personne qui a écrit cette review, c'est une, UX designer, donc qui va nous expliquer un peu, ce qu'elle a pu tirer de ce livre, en tout cas en passant sur les différents, points qui sont abordés. 1 chose qu'elle commence à dire, c'est que, comme on le sait, l'empathie, c'est une qualité, très importante pour les designers UX. C'est quelque chose qui est un peu connu, qu'on met souvent en avant. Parce que tout simplement, on a besoin dans notre métier de comprendre et de se mettre à la place des autres et ce qui explique cette UX, c'est que, quand elle a entendu parler du livre donc de Indie Young, qui est l'autrice du livre, elle pensait que le livre s'adressait à des personnes qui ne faisaient pas d'UX parce que, ce qu'elle dit peut-être de manière ironique, c'est que les UX designers sont naturellement empathiques et elle va expliquer pourquoi, finalement, elle s'est un peu trompée sur cet a priori. Donc, ce qui est présenté dans cette review, c'est finalement un résumé de chaque chapitre, donc ça va nous permettre de passer dessus. Le premier chapitre, ça parle finalement de la manière dont on traite cette question dans les organisations et on explique que l'autrice, elle commence le livre en disant qu'actuellement dans les entreprises, dans les organisations, il y a, des pratiques autour des données, qui sont, basées principalement sur des mesures chiffrées de faits et que ça, ne prend pas suffisamment en compte finalement l'histoire qu'il y a derrière ces données numériques qu'on a. C'est-à-dire quelles sont, les motivations des personnes, quelles sont leurs intentions et cetera. Et que ce qui est expliqué, c'est que pour comprendre finalement, les personnes et pour construire des produits et des services qui sont vraiment utiles, vraiment adaptés aux utilisateurs, c'est important de savoir finalement, qu'est-ce qui va faire réagir ces personnes? Qu'est-ce qui va les motiver à agir de telle ou telle manière? Et pour ça, la solution, c'est tout simplement de, avoir de l'empathie pour eux. Dans le deuxième chapitre, elle explique finalement comment, elle voit l'empathie et ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2 phases principales. La première, ça va être de développer son empathie. Donc d'une part, en écoutant tout simplement les personnes avec qui on cherche à développer de l'empathie et on a une deuxième étape qui est décrite comme optionnelle, mais qui est, de laisser mijoter un peu ça, ou en tout cas de vraiment, écouter les personnes et s'imprégner un peu de ce qui est dit. Et la deuxième étape, ça va être d'appliquer cette empathie avec une étape qui est aussi potentiellement optionnelle, mais c'est de retrouver finalement des patterns, des similitudes dans ce qu'on va avoir pu entendre, observer et ensuite de finalement pouvoir se mettre à la place de personnes, de nos utilisateurs. Heu et ça permettra ça de, finalement avoir de l'empathie pour les utilisateurs ou pour les consommateurs de ce qu'on cherche à construire. Dans ce chapitre, il y a différents types d'empathie qui sont décrits, qui ne sont pas forcément, détaillés dans cet article, mais donc on va pouvoir, lire ce que, l'autrice du livre elle-même, nous explique à ce sujet. Donc elle va décrire 4 types d'empathie qui existent. Le premier type, ça va être l'empathie miroir. C'est quelque chose, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui va concerner en fait le fait de réagir aux personnes avec qui on va être en contact ou qu'on va voir et qui vont nous conduire à, adopter les mêmes comportements qu'elles. Un exemple qui est donné, c'est que quand on voit par exemple quelqu'un qui, fait des mouvements avec ses mains, quelqu'un qui est en train de sourire par exemple, et ben, on va avoir certains neurones qui s'activent dans le cerveau, qui sont appelés neurones miroirs et qui vont nous conduire à, et ben, sourire à notre tour quand on voit une personne qui sourit ou, à, en tout cas, imiter, les expressions faciales, les mouvements et cetera. Donc ça, c'est pour l'empathie miroir. Ensuite, on a une deuxième catégorie d'empathie qui va plus apparaître quand, les personnes sont dans des situations plutôt négatives. C'est,
quand on voit quelqu'un qui est dans une position où, par exemple, elle se blesse, et ben, on va, ressentir, finalement, ce que ce serait si on était à la place de cette personne. Donc là, elle donne l'exemple, heu, d'une personne qui, coupe, des légumes, heu, qui se coupe légèrement le doigt. Si nous, on assiste à ça, on va finalement ressentir très brièvement cette sensation, qu'on aurait, si on faisait la même chose, si on se blessait de la même manière. Le troisième type d'empathie, c'est de l'empathie, dite émotionnelle ou affective, c'est-à-dire que, c'est celle qui va nous conduire à ressentir les mêmes émotions qu'une autre personne en face de nous est en train de ressentir. C'est généralement, ce type d'empathie qu'on a en tête quand on pense à l'empathie, celle qui est liée en tout cas, aux émotions. Ce qu'elle explique, c'est que, c'est un sentiment, une émotion qu'on va ressentir et qui est très puissant, et c'est pour ça qu'on entend beaucoup le mot, empathie et cetera. Mais que, heu, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment reproduire ou c'est pas quelque chose en tout cas qu'on peut déclencher facilement. C'est pas quelque chose de répétable et que si on prend en compte ça, ça veut dire que c'est pas forcément quelque chose qu'on va pouvoir utiliser au travail. Ça va pas forcément nous permettre d'avoir, une compréhension, assez approfondie des sujets qu'on veut découvrir, vu qu'on n'a pas cet aspect, de reproductibilité, même si ça peut nous apporter des informations très intéressantes. Et donc ça nous mène au dernier type d'empathie finalement qui est décrit, qui est l'empathie cognitive, c'est-à-dire, l'empathie qui va nous permettre de comprendre, quels sont les processus, mentaux d'une personne, comment elle réagit. La question, c'est, de vraiment, se mettre à la place de la personne et de comprendre son intention dans des situations qui sont spécifiques et pas en général. Elle donne un exemple de, si on veut savoir, comment une personne, par exemple, se débrouille quand elle va dans un aéroport, il ne faut pas lui demander: comment ça se passe quand vous allez dans un aéroport? Parce que la personne, elle va parler de choses générales qui vont pas spécialement être des choses qu'elle a vécues. Alors que si on lui demande: «Comment ça s'est passé la dernière fois qu'elle s'est rendue dans un aéroport?» Là, la personne va pouvoir justement évoquer des moments dont elle se souvient, qui sont spécifiques, qui sont pas forcément des choses qui lui arrivent tout le temps, mais en tout cas, elle va pouvoir, détailler, ces aspects-là et aborder vraiment en détail ces éléments spécifiques, mais qui vont être, très intéressants pour nous. Et donc, ce qui est expliqué, c'est qu'au final, sur ces 4 types d'empathie, celle qui va nous intéresser, c'est, l'empathie cognitive, parce que c'est la seule qui sera viable, dans le travail qu'on fait, tout simplement parce que c'est un type d'empathie qu'on peut, déclencher et qu'on peut répéter, d'une étude à l'autre ou, d'une personne à l'autre avec qui, on va pouvoir échanger. Donc voilà, petite parenthèse sur les différents types d'empathie. Le chapitre d'après, il va décrire finalement comment on peut être habitué à avoir un cycle de développement de produits qui va être, centré autour d'une idée. Ce qui est décrit, c'est que finalement, elle conseille d'avoir un deuxième cycle à côté qui, lui, va être centré autour des personnes et là où on va retrouver les différentes, phases finalement qui vont nous permettre de développer et ensuite d'appliquer l'empathie et cette étape-là va venir alimenter, notre cycle qui est centré autour de l'idée, ou du produit. Ça va nous permettre d'avoir des solutions qui seront plus, centrées, plus adaptées aux personnes qui seront amenées à l'utiliser. Elle aborde ensuite une autre question qui est, finalement une nouvelle manière d'écouter. Si vous vous souvenez, l'écoute, c'était finalement la première étape qui nous permet de développer de l'empathie et pour ça, elle évoque, les sessions d'écoute, ce qu'elle appelle les sessions d'écoute, qui est différent, d'une interview et qui va permettre, d'explorer finalement, vraiment les pensées de la personne. Pas d'aller forcément lui poser des questions sur ses préférences, ses opinions et d'obtenir des feedbacks comme on peut demander parfois sur des produits ou des services, mais vraiment, d'essayer de s'affranchir finalement des interprétations qu'on pourrait faire, de pas nous-mêmes faire des conclusions, mais vraiment d'essayer de comprendre finalement quel est le chemin, de la personne et quel est le chemin qu'elle fait pour prendre telle ou telle décision, pour avoir, tel comportement. L'idée, c'est,
en tout cas, dans ce qui est entendu dans empathie, c'est de pas essayer de deviner comment la personne réagit, comment elle se sent, parce qu'on se sent en empathie avec elle, mais vraiment de comprendre en profondeur comment elle réagirait et une fois qu'on a cette compréhension, on va pouvoir finalement ressentir cette empathie et en tout cas, l'utiliser. L'étape d'après, ça va être de finalement, donner du sens à ce qu'on a pu entendre et donc ce qu'elle explique, c'est qu'au bout d'un certain nombre de ces fameuses sessions d'écoute, on va pouvoir, récupérer les transcriptions et commencer donc, comme on a vu sur le schéma, à trouver des patterns, à, regrouper des idées, des concepts, à, finalement, analyser un peu, ces données. L'étape d'après, c'est, d'appliquer finalement cette empathie dans ce qu'on crée. Ce qui est expliqué, c'est que quand on applique l'empathie, il faut vraiment se concentrer sur des patterns, comportementaux par rapport à ce qu'on a pu observer, par rapport à notre analyse et faire attention à, des sortes de préjugés qu'on pourrait avoir sur les personnes par rapport à d'autres caractéristiques qu'ils ont. Ce qui est expliqué notamment, c'est que dans les cultures notamment occidentales, on a tendance à prendre des raccourcis par rapport aux données, démographiques des personnes pour supposer qu'elles vont agir de telle ou telle manière. Ça peut être par exemple pour les personnes âgées, ça peut être, pour les personnes qui ont, un certain statut, qui ont un certain métier et cetera. On va avoir tendance, parce que c'est aussi quelque chose qui, est très présent dans les représentations qu'on a dans les médias, on va avoir tendance à penser que tel groupe de personnes va plus avoir tendance à se comporter de telle manière. Ça, c'est des raccourcis auxquels il faut faire attention et l'idée, c'est que faire ces étapes de recherche, de développement d'empathie avant, ça va nous permettre de vraiment comprendre comment, les personnes se comportent et d'avoir en tout cas une vision un peu plus objective et peut-être un peu plus réaliste de ce qui se passe vraiment, dans la tête des personnes quand elles font certaines actions. Et ensuite, dans les chapitres d'après, ce qui est expliqué, c'est plutôt, d'également développer cette empathie, mais au sein des organisations. Que parfois, dans les équipes, on peut avoir, des problèmes sur les projets, on peut avoir de la frustration qui se crée et cetera. Parce que justement, on a, certains membres de l'équipe qui ont peut-être du mal à se comprendre tout simplement parce qu'ils ont pas forcément le même métier, qu'ils ont pas forcément les mêmes objectifs, qu'ils ont pas les mêmes manières de travailler et cetera et que c'est important également de développer cette empathie dans les équipes, dans l'entreprise et qu'en tout cas, ça va forcément créer, une meilleure collaboration par la suite. Et finalement, ce qui est dit à la fin, c'est que, tout ça, c'est des conseils qu'elle donne et qu'évidemment, c'est des choses qu'on va pouvoir, en tout cas prendre en compte et qui seront évidemment adaptées au contexte dans lequel on se trouve et aux méthodes, auxquelles on est déjà habitué ou en tout cas à nos façons de faire, dans, les organisations où on travaille. Je vous remercie.